Rebonjour à toutes, rebonjour à tous. Donc voici la deuxième partie de notre séance 4. Alors dans cette deuxième partie, après avoir vu qu'effectivement l'Union européenne a bien des effets sur ce qui se passe au niveau national par toute une variété de canaux, maintenant la question qui se pose pour nous, c'est de comprendre plus précisément comment s'exercent ces effets. Donc, on va commencer par tirer les fils, les différents fils de cette question. Alors, je voudrais vous présenter, dans le cadre de cette vidéo et de la prochaine, quelques approches. Alors, c'est pas, je m'apprête pas à vous faire un cours exhaustif et complet sur les processus d'européanisation de la décision collective et des politiques publiques. Simplement, je voudrais vous donner des clés à partir d'une sélection d'approches qui sont en fait les approches principales qui sont mobilisées pour comprendre ce qui se passe, justement, pour comprendre les mécanismes par lesquels l'européanisation des décisions collectives et de l'action publique advient, afin qu'on ait une compréhension un peu plus précise de ce qui se passe. Alors une première approche, qui est une approche qui est massivement mobilisée dans la littérature spécialisée d'études européennes et d'européanisation de l'action publique, c'est ce qu'on appelle une approche descendante qu'on peut synthétiser par ce terme « hard law » dont je vous ai déjà parlé rapidement pendant la première vidéo. On dit que c'est une approche descendante, vous allez voir, parce qu'en fait, on regarde d'abord ce qui se passe, la décision qui est prise au niveau européen, et on regarde comment, de manière descendante, justement, elle s'applique ou pas, et la mesure dans laquelle elle s'applique au niveau national, dans les décisions et les politiques publiques au niveau national. Donc c'est vraiment pour ça qu'on parle d'une approche strictement descendante. Alors, au sein de cette première perspective, disons cette perspective descendante, une contribution qui s'est révélée être ensuite une contribution majeure a été développée et je voudrais vous la présenter rapidement. Cette contribution majeure, son nom, alors le nom aussi, vous allez vous dire que vraiment, la littérature sur l'européanisation de l'action publique est vraiment pleine de jargon, et d'ailleurs, vous n'auriez pas tort. Donc le nom, c'est l'hypothèse de la goodness of fit. Alors, vous allez voir que, en réalité, si le terme est paraît un peu abscon comme ça, en réalité, il renvoie à quelque chose qui est assez simple. Alors, cette approche, elle a d'abord été développée par Maria Greencoals, James Caporaso et Thomas Risse. Donc, vous voyez dans le livre, donc vous voyez la couverture ici sur la slide. Alors, l'idée, au cœur de leur approche, elle est toute simple. C'est l'idée que l'adaptation aux politiques européennes, dans les différents États membres, dépend du degré auquel ces politiques européennes correspondent déjà aux politiques et aux institutions qui existent au niveau national. Donc plus la compatibilité est faible entre les politiques, les processus et les institutions européennes et nationales, plus il y a du désajustement, plus il y a un écart, une absence de congruence, alors plus la pression à l'adaptation sera importante pour combler justement ce désajustement entre ce que prescrivent les politiques européennes et ce qui existe déjà au niveau national. Donc cette idée, l'idée au cœur de cette perspective dépendante de la goodness of it, c'est simplement ça. C'est l'idée de regardons le désajustement ou l'ajustement, plus souvent un désajustement, qui existe entre ce qui est décidé au niveau européen et ce qui existe dans chacun des États membres dans le secteur d'action publique considéré. Avec l'idée que plus l'écart sera grand, plus le désajustement sera grand, plus au niveau national, dans le secteur d'action publique considéré, les acteurs nationaux devront s'adapter. Et donc la pression à l'adaptation sera plus forte à mesure que le désajustement sera large. Alors ça, c'est vraiment, vous voyez, l'idée principale qui est pas très très compliquée, je crois. Enfin, vous me direz si elle vous paraît aussi relativement claire. Là où c'est aussi quand même intéressant, c'est que Greencoals, Caporaso et Risse nous disent, en fait, il faut être un petit peu plus précis.
C'est-à-dire que quand on parle de désajustement, en fait, on doit considérer deux types de désajustement entre ce qui se passe au niveau européen et ce qui se passe au niveau national. Et que finalement, vous allez le voir, ces deux types de désajustement ne sont pas exactement de même nature et n'ont pas exactement, du coup, les mêmes types d'effets au niveau national. Le premier type de désajustement, c'est celui finalement auquel on pense, compte tenu de la question, nous, qui nous préoccupe dans le cadre de cette séance, c'est le désajustement des politiques publiques. Donc, c'est l'idée que les politiques européennes, adoptées au niveau européen, via notamment cette méthode communautaire, peuvent remettre en cause les objectifs qui sont poursuivis par les politiques publiques au niveau national, les standards de régulation, les instruments de politique publique, les manières de calculer, par exemple des prestations sociales, etc. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment des ajustements en termes de politique publique. C'est le premier type de désajustement qui peut être observé entre une décision prise au niveau européen et ce qui existe au niveau national. Il y a un deuxième type de désajustement qui, là, n'est pas relatif aux politiques publiques, mais qui est relatif aux institutions. D'ailleurs, c'est pour ça que, de manière astucieuse, Greencoals, Caporaso et Risse parlent de ce désajustement, excusez-moi, en l'appelant un désajustement institutionnel. C'est l'idée que, en fait, là, c'est pas juste, entre guillemets, des politiques publiques qui sont remises en cause, c'est en fait des règles et des procédures, des manières de fonctionner des institutions qui sont remises en cause. C'est-à-dire que ce qui existe au niveau européen va remettre au niveau national en cause ces règles, ces procédures, ces manières de faire des institutions. Et ça, vous voyez que c'est beaucoup plus large, finalement. C'est beaucoup plus profond, d'une certaine manière, que simplement un désajustement de politique publique. En tout cas, voilà, ça, c'est les deux types de désajustements qui peuvent être observés dans l'analyse de Greencoals, Caporaso et Risse. Alors, là où, évidemment, Caporaso, Risse et Greencoals font un petit pas supplémentaire, c'est qu'ils disent, OK, bon, on a dans certains cas le désajustement qui existe entre ce qui est prescrit au niveau européen et ce qui existe au niveau national. Qu'est-ce qui se passe après? OK, ce désajustement produit une pression plus ou moins grande au changement, mais voilà, qu'est-ce qui se passe après? Quelle est l'étape d'après? Alors, leur analyse est intéressante parce qu'en fait, ils soulignent que finalement, ce désajustement, oui, c'est bien une condition nécessaire au changement de ce qui se passe au niveau national, au changement des politiques publiques au niveau national, mais en fait, ce n'est pas une condition suffisante. C'est-à-dire que ça ne conduit pas nécessairement au changement. Pour que le désajustement et la pression au changement conduisent effectivement à un changement de l'action publique au niveau national, on doit prendre en compte toute une série de facteurs intermédiaires. Et que c'est finalement ces facteurs intermédiaires qui vont en fait nous permettre de comprendre le type de changement d'action publique au niveau national qui va finalement résulter de la décision prise au niveau européen. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de dire, il faut, oui, on observe qu'il y a un désajustement, une absence de congruence entre ce que prescrit la décision au niveau européen et au niveau national, pour dire que ça produit du changement. Non, en fait, il faut regarder ces facteurs intermédiaires. Alors, du coup, de quoi est-ce qu'on parle? De quels sont les facteurs intermédiaires dont il est question ici dans l'analyse de Greencoals, Caporaso et Risse? Alors, en fait, les facteurs intermédiaires dans leur analyse sont de deux ordres, sont de deux types. Le premier type, c'est ce qu'ils appellent des variables structurelles. En fait, pour comprendre comment une décision prise au niveau européen a des effets sur ce qui se passe au niveau national, en fait, il faut regarder le nombre de points de veto. D'abord, nombre de points de veto et les institutions formelles qui sont en place. Donc c'est pour ça qu'on parle de variables structurelles. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que des points de veto? Je vous le reprécise pour le cas où ce n'est pas le cas. Les points de veto, en fait, c'est dans un processus formel de prise de décision, ça correspond à ces acteurs ou ces institutions qui sont en position, en fait, de bloquer complètement le processus. C'est-à-dire, on en a parlé, d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être la semaine passée, quand on a parlé du pouvoir, enfin d'un des instruments que pouvaient utiliser les institutions parlementaires pour participer à la prise de décision collective, et on a parlé à ce moment-là justement du poids de veto. Vous vous souvenez que dans certains cas, les institutions parlementaires sont en mesure de dire
non, cette législation ne passera pas, on exerce notre droit de veto. Bah, finalement, c'est le même principe, hein. Un joueur de veto ou un point de veto, c'est une institution ou un acteur, souvent un acteur collectif, hein, mais quelquefois aussi un acteur individuel, qui est en capacité, en fait, de donner son feu vert ou son feu rouge. Et que si c'est le feu rouge qui est donné, eh bien, le processus s'arrête là, hein. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le processus de changement qui avait été initié par la décision adoptée au niveau européen, bah, juste s'arrête, hein. Donc, on doit être attentif quand on s'intéresse au processus d'européanisation de l'action publique, ici avec cette perspective descendante, on doit s'intéresser aux variables structurelles. Parce que de fait, au niveau national, certaines institutions et certains acteurs ont une capacité formelle qui est, vous voyez, inscrite dans les institutions à justement contribuer à donner leur avis, à façonner ce processus d'européanisation. Et puis, il y a une deuxième série de facteurs intermédiaires qui doivent également être pris en compte, qui sont ce qu'on appelle les variables qui sont liées à la socialisation et à l'apprentissage des acteurs. Alors là, cette deuxième série de facteurs intermédiaires, ce ne sont pas des variables ou des facteurs institutionnels, comme les premiers que je viens de vous présenter rapidement. Ici, il s'agit de facteurs qui sont précisément liés à la capacité individuelle d'apprentissage et de socialisation des acteurs. Donc ça renvoie à l'existence, dans certains cas, de ce qu'on appelle des entrepreneurs de changement, c'est-à-dire d'acteurs qui, au sein d'un processus institutionnel, vont en fait se mobiliser très fortement, vont activer leur capacité d'action en faveur du changement. Et ces acteurs, parce qu'ils vont se mobiliser, ils vont tisser des coalitions de soutien, ils vont tisser des réseaux de soutien, etc., vont être en capacité en fait de faciliter le processus de transformation de l'action publique au niveau national à partir de la décision qui a été prise au niveau européen. De la même façon, ce qu'on appelle les institutions informelles contribuent également à expliquer ce processus. Alors, qu'est-ce que c'est que les institutions informelles? Alors, une institution, de manière générale, et ça on en a déjà parlé, mais je vous le rappelle, une institution c'est quoi? C'est en fait des manières de faire, des arrangements qui sont stables dans le temps. Ces manières de faire, ces arrangements qui sont stables dans le temps, ils peuvent s'incarner dans des institutions formelles, dans des règles qui sont écrites constitutionnellement, par exemple, hein. Typiquement, ce dont on a discuté ensemble beaucoup jusqu'à présent, à savoir qu'est-ce que le Parlement a le droit de faire, qu'est-ce que l'exécutif a le droit de faire. Vous voyez, donc ça, c'est des institutions formelles. Mais il y a aussi toute une série d'arrangements et de manières de faire qui sont stabilisés dans le temps, qui sont informelles au sens où en fait, ce n'est pas écrit dans les textes de loi, mais néanmoins, ça régule la manière dont les acteurs agissent, hein. Et ici, typiquement, si on revient au cas de ce processus d'européanisation de l'action publique, ce qui compte beaucoup, c'est la manière dont les acteurs collaborent au sein d'un système politique national, hein. Et on sait qu'il y a certains systèmes politiques nationaux qui sont plus orientés vers la collaboration, la construction de consensus, de compromis, que d'autres, hein. Donc, le fait que certains acteurs sont mobilisés et le fait que les acteurs partagent la recherche du compromis ou pas tellement, tout ça, ça fait partie de ces variables liées à la socialisation et à l'apprentissage des acteurs qui, en fait, exercent des effets sur la manière dont le désajustement qu'on a observé pourra ou pas produire du changement. Et donc, à l'issue de ce processus qui est médiatisé, il y a d'abord un désajustement, une pression au changement, ces facteurs intermédiaires qui interviennent, et puis le résultat, ce à quoi ça conduit, et ici, Börzel et Risse, vous voyez, propose un petit schéma que je vous ai indiqué ici parce que je le trouve assez explicite et assez clair, montre que finalement le changement à l'échelle nationale qui peut arriver, en ligne d'ailleurs avec les travaux de Greencourts, Caporaso et Risse évidemment, il montre que ce changement peut être en fait de trois ordres. Il peut s'agir de ce qu'ils appellent une absorption, donc un degré de changement très faible finalement. Au terme du processus, il ne se passe pas grand-chose en fait au niveau national. Le changement peut être de niveau modeste, ça peut être un arrangement, c'est-à-dire un arrangement de ce qui existe au niveau national par rapport à ce qui a été prescrit au niveau européen, ou ça peut être un changement bien plus élevé, ce changement peut prendre la forme d'une transformation très importante
des politiques concernées au niveau national. Hein. Donc vous voyez que cette analyse, elle est assez intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre plus précisément les étapes intermédiaires par lesquelles une décision prise au niveau européen peut exercer des effets au niveau national. On voit qu'il n'y a pas de processus linéaire direct, mais qu'au contraire, il y a une forme de pression au changement et puis qu'il y a toute une série de facteurs intermédiaires qui interviennent. Et on voit aussi, c'est ça qui est intéressant et qu'on va maintenant développer dans une seconde, on voit aussi que le changement produit par une décision contraignante de l'Union européenne n'est pas forcément de grande ampleur. Hein. Et il peut s'agir d'une absorption, d'un arrangement ou d'une transformation. Alors, pour en fait mettre en œuvre un peu cette grille d'analyse que je viens de vous présenter de manière un petit peu abstraite, je voulais vous présenter les travaux, un travail de recherche comparé que je trouve vraiment très intéressant et qui est un travail qui a vraiment fait date aussi dans la littérature, auquel on se réfère beaucoup, donc c'est la raison pour laquelle je voulais vous le présenter aussi, qui en fait se pose une question très simple au départ, qui se dit, ok, on a cette législation contraignante qui est produite par l'Union européenne, cette hard law dont on vient de parler, donc on est bien dans la perspective descendante qu'on est en train de discuter. Qu'est-ce qui se passe en fait ensuite au niveau national? Est-ce que ça produit une convergence des politiques publiques au niveau national? Est-ce que tous les États membres, est-ce qu'ils adoptent bien, comme prévu, la législation européenne? Est-ce qu'ils transposent bien et dans les temps les directives européennes dans leur droit national? Donc, vous voyez, il se pose la question de, ok, est-ce que quand il y a de la législation européenne contraignante, qu'est-ce qui se passe au niveau national? Est-ce que les États membres font bien tout comme la législation européenne le prévoit? Alors ce travail, c'est un travail qui a été conduit par Gerta Falkner et son équipe, donc Oliver Tribe, Miriam Hartlap et Leiber, j'ai oublié son prénom, Susan, je crois, Susan, publié en 2005. Alors eux, et très largement elles d'ailleurs, se sont intéressés alors c'est un travail, je vous le disais, d'une ampleur assez considérable parce que en fait ils ont comparé, l'équipe a comparé toute une série de directives, donc de législation européenne, relative au droit du travail, qui a été développée depuis les années 70, avec deux principes essentiels. Le principe des exigences minimales, c'est-à-dire que l'Union européenne fixe uniquement des exigences minimales que les États membres sont en capacité d'améliorer s'ils le souhaitent. Et le principe de non-régression, c'est-à-dire que le principe de non-régression, ça veut dire que ce qui est décidé au niveau européen doit au moins être aussi protecteur que ce qui existait déjà au niveau national. Donc on ne régresse pas dans le droit du travail, au contraire on est là pour offrir plus de garanties et plus de protection aux travailleurs, aux salariés, etc. Donc l'équipe de Gerta Falkner a conduit une étude comparative sur plusieurs directives européennes relatives au droit du travail, la directive relative au temps de travail, la directive relative aux travailleurs jeunes, au congé parental, au travail à temps partiel et aux travailleuses enceintes. Je dis travailleuses enceintes parce que c'est une traduction littérale du nom de la directive qui est la directive des pregnant workers. Donc on reste neutre sur le genre de la personne qui est enceinte, même si effectivement jusqu'à présent on pense qu'il s'agit plutôt de femmes. Alors ce qui est intéressant dans leur analyse, qui est la raison pour laquelle je vous la présente outre tout celle que je vous ai avancée tout à l'heure, c'est que le résultat empirique de leur analyse, c'est qu'en fait il y a trois mondes de la conformité avec la législation européenne. C'est-à-dire que les États membres, qui pourtant sont normalement en devoir, qui sont légalement contraints d'adapter dans leur droit national les directives européennes, le font différemment, selon ces trois mondes de la conformité que je voudrais vous présenter maintenant rapidement. Alors, le premier monde de la conformité, c'est le monde de l'observation de la loi. C'est le monde où tout se passe bien. C'est le monde où les choses se passent comme prévu. C'est le monde où finalement, les gouvernements des États membres considérés transposent en droit national, correctement et dans les temps, la directive européenne.
Ça, c'est le cas empiriquement du Danemark, de la Suède et de la Finlande dans l'enquête conduite par Falkner et son équipe. Donc ça veut dire que, et de fait c'est ce qu'elles ont documenté empiriquement dans le cas de certaines directives, c'est que même quand il y a du désaccord au sein des acteurs nationaux qui participent à l'élaboration de l'action publique normalement dans le secteur considéré, ben finalement l'objectif premier c'est en fait de se conformer à la loi, de faire ce qu'il faut. Donc les acteurs trouvent des consensus, trouvent des compromis, et les gouvernements dans certains cas même passent par-dessus l'opposition, en l'occurrence ici des partenaires sociaux, qui vous savez dans certains pays, notamment c'est le cas des pays scandinaves, comme d'ailleurs c'est le cas de la Belgique, sont très fortement impliqués dans les régulations liées, la production des régulations liées au droit du travail. Donc évidemment le fait d'avoir une régulation qui débarque de Bruxelles, ça dessaisit en fait ces acteurs-là, ces partenaires sociaux notamment, de leur participation à la décision collective. Et dans certains cas, certains se sont opposés en fait précisément assez fortement à la régulation européenne, à la directive européenne, plus exactement, excusez-moi, donc directive et pas régulation ici. Mais en fait, parce que l'objectif consensuel accepté est que, en fait, on doit transposer la directive européenne, eh bien, voilà, un arrangement est trouvé et cette transposition se fait correctement comme il faut, dans les temps et en respectant à la fois la forme et le fond de la transposition. Donc là, c'est voilà, bon, ça c'est le monde de l'observation de la loi où les choses se passent comme il faut. Il y a un deuxième monde, qui est un monde intéressant, qui s'appelle le monde où prévalent les objectifs de politique interne, de politique nationale. Alors dans ce monde se trouvent les pays comme l'Allemagne, l'Autriche, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique et l'Espagne, encore une fois sur la base des résultats empiriques de l'enquête de Gertha Falkner et de son équipe. Dans ce monde, dans cet ensemble de pays où prévalent les préoccupations de politique interne, de politique nationale, en fait, l'objectif de transposition correcte dans les temps des directives européennes, c'est un objectif parmi d'autres. C'est pas le seul objectif, c'est pas l'objectif prioritaire comme c'est le cas dans les États dont je viens de vous parler précédemment. Là, c'est un objectif parmi d'autres qui est à pondérer pour les acteurs gouvernementaux avec des objectifs de politique interne, comme l'indique le nom de cet ensemble de pays. C'est-à-dire que, en particulier, ce qu'ont observé Falkner et son équipe, c'est que quand il y a une opposition très frontale entre les objectifs poursuivis par le gouvernement et la régulation européenne, la directive européenne, alors dans la plupart des cas, la transposition se fait avec beaucoup de retard ou de manière très formelle, mais en fait sans prendre en compte le cœur du changement qui est demandé par la directive européenne. Pour le Royaume-Uni, par exemple, ce que Falkner a observé, c'est que donc, en fait, le Royaume-Uni s'est opposé de manière quasi systématique à l'introduction de chacune de ces directives du droit du travail au niveau européen. Et donc, en fait, le moment de la transposition de la directive qui finalement a été adoptée dans le droit national britannique, en fait, c'était une manière pour le gouvernement britannique à l'époque, essentiellement pour les gouvernements conservateurs, en fait de continuer la bataille, quoi. C'était juste une autre arène pour poursuivre la bataille qu'ils avaient perdue au niveau européen. D'où le fait de retarder la transposition, d'où le fait de la transposer de manière incorrecte. Quand le New Labour de Tony Blair est arrivé au pouvoir dans la deuxième partie des années 90, en 97, les choses se sont beaucoup améliorées. C'est-à-dire que la transposition des directives a été faite dans les temps, de manière correcte. Donc là, on voit très bien comment des préoccupations d'ordre domestique, c'est-à-dire des préoccupations politiques, de politique nationale, en fait, influencent la transposition et donc la transposition des directives européennes en droit national. Dans le cas de l'Allemagne, par exemple, la même chose peut avoir été observée.
en fait, ce qu'a observé Falkner en comparant ces différentes directives, c'est que quand la directive allait à l'encontre des préférences et des objectifs de politique publique d'un des acteurs, d'un des partis au gouvernement, hein, dans la coalition au niveau fédéral, alors la transposition allait prendre un petit peu plus de temps et allait être plus incorrecte. Quand en revanche il y avait un alignement des intérêts des partis, de la coalition et des objectifs poursuivis par la directive européenne, alors là ça se passait très bien sans aucun problème. Non. Donc effectivement là on voit que prévalent les objectifs de politique nationale dans la décision de transposer une décision prise au niveau européen qui quand même est normalement une décision contraignante. Et puis le troisième monde de la transposition qui est identifié empiriquement par Falkner et son équipe à propos des directives relatives au droit du travail, c'est le monde de la négligence. Là, c'est un ensemble de pays où les objectifs de transposition dans les temps, correctement, des directives européennes n'est pas même un objectif parmi d'autres. C'est juste pas du tout un objectif. C'est pas du tout un des buts que s'assigne l'action publique. Il y a plusieurs explications à cela qui émergent de l'étude des pays qui sont concernés par cette manière de transposer les directives européennes. Donc vous voyez la Grèce, le Portugal, le Luxembourg, la France, l'Irlande et l'Italie. Pardon pour la faute d'orthographe que je vois ici, qui sera elle aussi corrigée. En fait, dans certains cas, c'est un manque en fait, de capacité bureaucratique, de capacité administrative, qui explique en fait que la transposition des directives européennes dans les temps et correctement ne soit pas un objectif. C'est que en fait, les administrations sont juste débordées et n'ont pas la capacité en fait, de suivre les développements législatifs au niveau européen. Au moment de l'enquête de Falkner, c'était le cas du Luxembourg. Et puis dans d'autres cas, comme le cas de la France, ce qui explique le fait que la France soit dans ce monde de la négligence, c'est une posture, et Falkner ici s'est fait un peu plaisir dans l'ouvrage que je suis en train de vous présenter rapidement, dit ah oui, c'est clairement une posture d'arrogance nationale, c'est-à-dire que les gouvernements français successifs concernés par ces directives relatives au droit du travail et les bureaucrates chargés, les administratifs chargés de la transposition des directives, en fait, considéraient que leur modèle était meilleur. Donc, pourquoi, vous voyez, prendre la peine de s'intéresser à ce qui se passe au niveau européen et donc de transposer les directives correctement et dans les temps, puisque, en fait, les modèles français étaient absolument meilleurs. Donc, au-delà de la plaisanterie, ici, que peut susciter l'observation, mais soutenue par les faits empiriques, semble-t-il, enfin, je vous le confirme en tout cas, quand on lit Falkner, on est assez convaincu par son analyse, on voit que donc il y a tout un ensemble de pays pour lesquels, en fait, effectivement, la transposition des directives européennes, qui normalement, encore une fois, est légalement contraignante. On parle de hard law, hein. Si c'est pas fait, il y a la Cour de justice qui peut intervenir et sanctionner. En fait, n'est pas une préoccupation et donc est négligée par les acteurs gouvernementaux. Qu'est-ce qu'on retient de ça? D'abord, on retient que, et ça c'est un point important, que l'enquête que je viens de vous présenter, elle porte sur un ensemble de directives particulières. Hein, elle porte donc sur les directives relatives au droit du travail. Donc, les résultats empiriques et donc le fait que certains pays se trouvent dans certains mondes, dans un monde plutôt que dans un autre, c'est pas une assignation en général. Hein, c'est pas que pour toutes les directives européennes de tous les secteurs d'action publique, le Danemark fait toujours très bien et la France fait toujours très mal. Hein. C'est les résultats empiriques dans le cas de l'analyse des directives liées au droit du travail. Hein. Donc d'abord, on prend avec des pincettes, on ne généralise pas plus exactement les résultats empiriques. Ce qu'on peut généraliser en revanche, c'est la construction de ces trois mondes. Hein. C'est-à-dire que et donc c'est la raison pour laquelle je vous l'ai présenté ici, au-delà de l'intérêt de rentrer un peu plus dans certains détails, mais c'est que à partir de l'enquête de Falkner et de son équipe, on se rend compte que l'Union européenne, même en cas de hard law, a eu un effet divergent sur les politiques publiques au niveau national. Donc finalement, on ne peut pas non plus, quand on s'intéresse
à l'effet du processus d'intégration européenne sur les institutions parlementaires et sur les exécutifs, on peut pas non plus dire, on doit le prendre en compte, mais on peut pas non plus dire, ah bah c'est bon, il y a une directive européenne, donc ça veut dire qu'au niveau national, les acteurs n'ont plus leur mot à dire. Bah non, au contraire, on a vu que la politique au niveau national doit être prise en compte, on a vu que les acteurs au niveau national devaient être pris en compte, hein, les acteurs politiques, les acteurs gouvernementaux, l'opposition, les groupes d'intérêt, les partis, etc. Et que finalement, en fait, on doit interroger empiriquement la manière dont une décision prise au niveau européen se trouve effectivement, même en cas de droit contraignant, transposée au niveau national. Donc il y a un effet, mais cet effet n'est pas systématique, cet effet ne produit pas nécessairement de la convergence, et cet effet demande d'étudier les acteurs au niveau national pour comprendre ce qu'il se passe. Voilà ce qui est à retenir de cette deuxième vidéo.